Je vous avais dit qu'on recevait une nouvelle amie à Québec Réveil aujourd'hui, une nouvelle collaboratrice. Elle s'appelle Sandrine Lambert. Sandrine, c'est une doctorante en anthropologie et elle présente aujourd'hui une nouvelle chronique que je suis très content d'avoir à l'émission, une chronique qu'elle a baptisée Technopolitique. Alors, Sandrine va vous expliquer dans un petit moment les thèmes qu'elle va aborder dans ses interventions ici à Québec Réveil, mais disons pour le moment qu'elle s'intéresse aux interactions entre la technologie, la politique, aux impacts des nouvelles technologies sur la société. On va faire un peu sa connaissance aujourd'hui. Sandrine, on se connaît, on va se dire tu es doctorante en anthropologie. Déjà, le champ d'études de l'anthropologie, rappelle un peu aux gens, c'est quoi? On commence par la question compliquée. La question compliquée. Mais bonjour, merci de me recevoir. Je t'en prie. Donc l'anthropologie, oui, c'est une discipline des sciences sociales pour laquelle je développe une passion depuis l'âge de 17 ans. En fait, j'ai trouvé enfin une discipline qui me permet d'assouvir ma curiosité sans borne. Donc c'est très très proche de la sociologie. On cherche à étudier des phénomènes sociaux, des groupes culturels. Ça a été historiquement connu pour un intérêt, on va dire, à des cultures autres, étrangères, lointaines. Maintenant, on n'est plus là-dedans, parce qu'il y avait évidemment un projet très contesté de l'anthropologie à la période coloniale. Ça a été un outil, voilà. Donc ça, c'est le passé moins glorieux de l'anthropologie. Aujourd'hui, beaucoup d'introspection a été faite de ce côté-là, et on est vraiment sur une discipline qui privilégie des méthodes qualitatives. Ça veut dire faire des terrains de recherche longs en immersion dans les endroits qu'on souhaite étudier, par exemple, dans les villes, dans les espaces urbains, il y a plus d'aire culturelle spécifique. On peut faire de l'anthropologie absolument partout, à l'Assemblée nationale, à Tokyo ou ailleurs. Donc, l'étymologie du mot, c'est anthropo, ça vient d'homme, en fait. C'est homme, c'est ça. Donc oui, c'est une science de l'homme, une science des humains, qui s'intéresse effectivement à différentes pratiques culturelles ou à différents, des façons d'être ensemble. Et puis vraiment une des spécificités, c'est cette méthode de faire des entretiens. On n'est pas avec de la statistique, on n'est pas du côté des chiffres, donc on est du côté plus un peu micro-social, c'est-à-dire l'échelle est toujours assez petite. On s'intéresse à des petits groupes. Est-ce qu'il y a des auteurs célèbres en anthropologie, là, des noms, des incontournables? Oui, bien sûr. Oui. Alors, David Graeber, peut-être, qui était sur l'anthropologie. On reste dans un peu niché quand même, mais c'est correct. En tout cas, il y en a. Mais vous avez vos vedettes, autrement dit. Là, oui, bien sûr. Et puis, effectivement, après, il y a différentes branches aussi en anthropologie. Moi, je m'intéresse à l'anthropologie politique. Oui, je voulais t'amener là, justement. Dans cette grande science-là, qui est l'anthropologie, toi, tu as un dada, tu as une spécialisation. Explique-nous un peu ce que c'est. Oui, c'est ça. Donc moi, ce que je fais, c'est de l'anthropologie politique. Finalement, je pense que vous êtes bien placé ici pour savoir que tout est politique. En tout cas, l'entrée. Voilà, c'est ça. On s'en sortira. C'est pas le nom d'une toune de Bob Dylan aussi, je pense. Ouais, peut-être. Écoute, je te fais confiance. Ouais. Mais donc c'est ça. En fait, ce que j'ai voulu faire, donc je m'intéresse au rapport de pouvoir, au rapport de force, à ces choses-là, et j'ai voulu appliquer cette grille-là, ce regard-là, cette analyse au domaine des technologies. Donc c'est ça. En fait, je peux maintenant expliquer si tu veux. Technopolitique. Oui. Pourquoi t'as appelé ta chronique technopolitique? Ouais. Alors, en fait, c'était ça. Ça vient d'un souhait de pas autonome, comment je veux dire ça, de pas séparer la technologie justement des impacts sociaux et politiques qu'elle peut avoir sur la société. L'intérêt, c'est vraiment justement de comprendre un peu plus l'impact des technologies numériques en termes de rapport de force, d'asymétrie de pouvoir, c'est-à-dire qui gagne, qui perd, en sachant que on n'est pas dans quelque chose de des bons et des méchants, c'est bien plus de nuances de gris que ça, mais d'essayer d'appliquer cette grille plutôt de rapport de force, de pourquoi on essaie de penser la technologie comme une catégorie autonome qui s'impose à nous, à laquelle on ne peut rien à part s'adapter, comme quelque chose d'un peu inéluctable, une fatalité exactement. Et donc je pense que la pensée en termes politiques, déjà,
Ça permet de questionner les dimensions démocratiques ou d'absence de démocratie ou de risque pour la démocratie que peuvent poser les technologies. Ça permet aussi d'avoir une perspective critique, c'est-à-dire de détricoter, j'appelle ça comme ça, mais détricoter un peu les mythes autour de la technologie, de l'intelligence artificielle par exemple, parce qu'on en parle énormément, beaucoup de choses sont dites, c'est pas évident de faire le tri entre tout ça. Et parmi... Oui, je t'en prie. J'allais dire, beaucoup de choses sont dites, mais beaucoup de choses sont faites aussi. C'est-à-dire que quand on suit notamment, puis dis-le-moi si ça touche un peu à ton propos, mais quand on suit les campagnes électorales américaines depuis 8 ans, une des choses qui revient tout le temps, donc, c'est cette application de l'intelligence artificielle, parfois commandée par des puissances étrangères, de toutes sortes d'idées occultes qui nous traversent l'esprit, mais qui sont mises en place pour diriger le débat, parfois saboter le débat. Est-ce que c'est une application pratique un peu de ce à quoi tu t'intéresses? Ça pourrait, effectivement. Je m'intéresse pas spécifiquement à ça, mais c'est effectivement un des domaines dans lesquels on comprend que la technologie est politique. C'est-à-dire, par exemple, quand ça déstabilise les élections, quand il y a... En tout cas, quand il y a un surinvestissement de certains groupes sur les réseaux sociaux, donc effectivement, c'est la manière dont peut-être la plus simple de comprendre la dimension politique des technologies, mais il y en a une autre en fait, c'est-à-dire on la comprend en termes d'État par rapport à des industries, mais nous, c'est-à-dire la société civile, les citoyens, comment on peut se positionner là-dedans, comment on peut essayer de comprendre comment les choses arrivent, et c'est sûrement le premier pas pour essayer d'avoir une prise là-dessus, c'est-à-dire et donc je pense que l'intérêt de le penser justement de manière par ce prisme-là de pouvoir, de politique, c'est déjà de démanteler certaines idées reçues, à commencer par des dénominations comme l'intelligence artificielle. Bon, il y a déjà eu plusieurs écrits dessus, mais on peut facilement prouver qu'elle est ni intelligente ni artificielle. C'est vrai, en fait, oui, parce que l'intelligence, ça voudrait dire, l'intelligence artificielle, c'est un système, c'est une puissance de calcul ou un système de reconnaissance de vision, mais on est sur des technologies qui sont déjà pilotées par des humains, c'est-à-dire rien ne peut se faire sans du travail humain derrière. Et puis ça aussi, la question du travail est à interroger, parce que finalement, les tâches qu'on délègue, ce sont les tâches les plus ingrates. C'est-à-dire, il y avait eu un article dans le Time qui démontrait que OpenAI, par exemple, pour faire son ChatGPT, c'est ça, l'intelligence artificielle générative, si on reprend les mots, mais que je trouve pas juste. Mais donc faisait appel à des travailleurs kényans pour des sommes modiques pour justement entraîner rentrer du data dans la machine. C'est ça, pour rentrer des data, ou alors ils voulaient en faire par exemple une intelligence artificielle éthique. Donc ça aussi, c'est des termes qu'il faut questionner, parce que si l'entreprise qui développe un produit pour en faire des profits gère elle-même l'éthique de son produit, on peut douter de la nature du projet. Et donc, justement, pour que cette intelligence artificielle soit éthique, elle employait des travailleurs qui devaient écarter les contenus qui allaient être problématiques. Et donc, c'est beaucoup ce qu'on retrouve. Alors déjà, c'est presque appeler ça l'intelligence artificielle. Si on remonte dans l'histoire, ça avait été appelé comme ça dans les années 60, un peu après la guerre froide, parce que des financeurs allaient justement pouvoir mettre de l'argent avec, on avait un beau gros terme qui allait impressionner. Mais finalement, on sait tous que l'intelligence peut se situer ailleurs, dans des raisonnements, et puis le corps aussi peut intervenir dans l'intelligence artificielle. C'est pas juste cognitif seulement. Donc c'est ça. Et puis on se rend compte que sur certaines choses, un enfant peut parfois faire mieux que des systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça, par exemple, c'est important de le comprendre pour pas se sentir menacé. C'est-à-dire quand toutes ces menaces qu'on clame sur une intelligence artificielle qui peut venir complètement nous dépasser ou dépasser l'humain, mais l'humain est déjà toujours derrière, premièrement. Et puis, il y a des débats entre sommités dans ce domaine-là. Il y a les tenants de cette philosophie-là qu'il y a véritablement un risque qu'on soit dépassé par l'intelligence artificielle. Une position qui est défendue par des gens qui ne sont pas du tout des hurluberlus. Là. Il y a des sommités. Oui, absolument. Et ils ont des opposants, donc des gens qui disent
l'intelligence humaine est un horizon indépassable. Il faut pas trop s'inquiéter avec ça. On aura toujours le contrôle sur ce qui viendra plus tard. Ouais, justement, là encore une fois, je trouve que l'entrée, elle est complètement politique. Si on veut dépasser on va dire cette dichotomie, cette dualité un peu entre, on va dire techno-optimiste ou techno-pessimiste en fait. Techno-optimiste et techno-pessimiste. J'avais jamais entendu le terme. Ouais, ou technophile et technophobe, c'est souvent un affrontement. Ouais, mais donc c'est un peu deux solitudes presque irréconciliables, mais en réalité, évidemment que personne n'est tout à fait au bon endroit là-dessus, c'est bien plus compliqué que ça. Et puis pareil, donc oui, on a beaucoup entendu des sommités effectivement s'inquiéter du développement de l'intelligence artificielle. Là aussi, on peut se questionner parce que ceux qui l'ont mise en place sont ceux qui deviennent les lanceurs d'alerte et sont ceux qui vont demander à des gouvernements de les financer pour mettre un petit peu plus contrôler. Ouais, c'est ça. Donc bon, c'est pas mauvais de rester dans une perspective critique et c'est ce que me permet de faire, par exemple, je trouve l'anthropologie politique de prendre un peu de hauteur, puis c'est ce que j'ai envie de faire dans cette chronique, justement. C'est pas parce que des problèmes sont complexes qu'on peut pas les expliquer dans un langage simple. Absolument. Ouais. En tout cas, on manque pas de matière. Hein? Je t'écoute depuis 5 minutes. On manquera pas de jus pour ces échanges-là qu'on aura avec toi à toutes les 2 semaines. Exactement. Explique-nous un peu, selon toi, pourquoi ça concerne tout le monde, en fait, ces questions-là. C'est pas juste une affaire de spécialiste pour toi, Sandrine. Non, c'est pas. Puis, en fait, oui, j'ai pas envie que ça reste une affaire de spécialiste. Bon, là, je m'avance un peu, mais en fait, je pense, ça nous concerne tous parce qu'on est aux premières loges pour se rendre compte que les technologies sont partout. Ça peut gérer nos vies amoureuses, nos vies sociales, notre vie administrative. Et puis, il y a surtout un certain nombre d'injustices qui viennent avec ça. C'est-à-dire que, je sais pas vous, mais moi, quand je rentre, que je vais voir ma famille chez mes parents, j'ai une liste très longue de réparations de bugs informatiques à régler. Et quand on se rend compte que, en vieillissant, par exemple, certaines personnes se trouvent complètement à la marge, complètement handicapées, complètement démunies, en fait. Ça, c'est seulement un exemple, parce que je peux aussi donner l'exemple de gens qui veulent avoir droit à l'aide sociale, qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas d'équipement informatique pour répondre à ça. Donc, en fait, je pense que c'est intéressant d'avoir cette conscience d'injustice qui sont là, mais qui sont pas, je veux dire, en fait, c'est détricoter ce discours qui dit que les technologies sont forcément de l'innovation, donc du progrès social, donc une amélioration de la qualité de vie. Et donc, évidemment, ça concerne tout le monde parce que je crois qu'on est tous essoufflés à essayer d'être à jour dans tous les développements technologiques. Et ensuite, pendant qu'on essaie d'être à jour, on se questionne pas sur pourquoi on est en train d'essayer de prendre un virage numérique, pourquoi il faut tout le temps prendre ce virage. C'est-à-dire, ça peut être bon de re-questionner les usages et puis aussi pourquoi on veut des technologies dans notre société. Et autant ça paraît normal pour l'éducation, pour la santé qu'on ait des débats de société, les technologies, on dirait que c'est quelque chose à part, qui nous dépasse, qui doit absolument être mis en œuvre. Qui échappe sur lequel on n'a pas de prise, au fond. Ouais, on n'a pas de prise, mais pas de prise démocratique, autrement dit. Exactement. Écoute, j'aurais pas pu mieux dire. Effectivement, on n'a pas de prise démocratique, et puis je pense que d'en parler, c'est ça, de pas réserver ce débat à des experts, mais justement d'être capable de diffuser ces connaissances-là, c'est déjà un premier pas. Et puis, je pense que c'est une manière de comprendre pourquoi il n'y a pas nécessairement de fatalité. Donc, c'est quelque chose que j'aurais envie d'essayer de faire dans cette chronique, parce que j'ai entendu ton interlocuteur précédent et puis c'était un peu déprimant. Je me suis dit, le risque, il est grand que je fasse quelque chose aussi très critique, mais je vais essayer tout le temps de voir aussi des alternatives, même petites, qui se mettent en place pour résister ou pour avoir une prise sur les technologies. Puis je pense que ça peut être, juste d'avoir de l'espoir ou de voir que des choses peuvent se faire autrement. Je pense que c'est une bonne manière des fois de se mettre, d'aller de l'avant. On a déjà décliné ensemble les sujets potentiels de nombreuses chroniques, mais donne-moi, énumère-moi donc certains des thèmes ou des sujets que tu as déjà identifiés dont tu voudrais nous parler dans les semaines qui viennent. Oui, il va falloir faire des choix, j'ai l'impression, mais... Oui, mais oui, la vie est une question de choix. Exactement, et de renoncement, c'est triste, mais c'est ça. Et alors je pensais effectivement parler notamment des villes du futur, donc ou des villes intelligentes, parce que là on a à l'échelle du monde un certain nombre d'exemples assez incroyables où on veut que la technologie soit centrale et encore
une fois, parfois, en oubliant les gens qui composent ces villes, la manière d'occuper l'espace. Donc ça c'en est une expression, cette ville intelligente que tu voudrais peut-être oui, que j'aille. comme tu dis. Oui, on peut le dire. Non, ça va plus vite de le dire. Oui, écoute. Oui, absolument, parce qu'une ville ne peut pas être intelligente en soi, surtout pas si on oublie les gens qui l'habitent, qui la font, en fait, évidemment. On pourrait aussi parler des algorithmes prédictifs, en fait. Alors là, c'est des termes compliqués, mais la réalité, elle est très simple. C'est par exemple, si on l'applique au domaine judiciaire, c'est de se dire, bon, si on habite un quartier défavorisé, si on vient d'une famille où il y a déjà eu peut-être un petit délit, pour peu qu'on soit une personne racisée, eh ben on va être extrêmement exposé à des formes d'injustice. On va être catégorisé comme étant déjà proche de commettre le prochain délit. Donc les algorithmes prédictifs sont terribles, en fait, nous déterminent certaines trajectoires avant même que quoi que ce soit ait lieu. Donc on va pouvoir parler de ça. Également des centres de données, les data centers, on veut mettre nos données dans le nuage. Ça a l'air très poétique. En réalité, ce sont des grosses infrastructures extrêmement polluantes qui vont occuper des territoires énergivores terribles. Qui occupent des territoires. Donc il y a un enjeu d'impérialisme un peu technologique, effectivement, énergivore, de concentration de pouvoir aussi. Mettre toutes les données au même endroit, c'est en tout cas, il faut réfléchir à ce que ça implique. Après, on peut aller s'évader aussi dans l'espace parce que il y a beaucoup d'ambitions ou de rêves de certains techno, je sais plus comment les nommer. En tout cas, on les connaît. Il y a des grandes puissances qui ont de belles ambitions. Là, on nous parle de coloniser Mars même. Là, oui, c'est les esprits les plus enfiévrés. Oui, exactement. Mais ça, c'est intéressant. On dirait que c'est le nouvel Eldorado, le nouveau Far West, la nouvelle frontière à conquérir. En fait, si on sabote cette planète-là, il y en aura d'autres. Donc, c'est intéressant. Enfin, je crois, d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière ces discours-là et derrière ces espoirs-là. Voilà. Et puis aussi, on pourra parler du rapport. Comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais l'IA et le travail, on ne sera pas remplacé demain par des robots. La question, c'est plutôt quel type de travail on veut déléguer à l'IA. Est-ce que ce sont les travaux les plus passionnants, créatifs, ou est-ce qu'on veut devenir, comme il y a un sociologue, Antonio Casilli, qui appelle ça des travailleurs du clic. Est-ce qu'on veut, à quelle place on veut que ça occupe. Donc finalement, c'est remettre tout ça en débat un petit peu et puis pas sortir de l'idée qu'on n'a pas d'autre choix. Des sujets fondamentaux. Je suis vraiment heureux de savoir qu'on aura l'occasion d'en parler. Je te ferai venir tous les jours si c'était possible, mais on va se contenter d'un rendez-vous comme ça, bimensuel, en tout cas, ou à chaque 2 semaines. Ça fera très plaisir. Merci infiniment. Bien de te parler dans 2 semaines. Merci beaucoup. Salut. Bye.